Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathilde Calderini. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes flûtiste super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et puis vous adorez également la musique de chambre, donc vous avez plusieurs casquettes entre guillemets. Vous faites partie d'un quintet avant l'ensemble Ouranos. Alors je sais pas, on va peut-être commencer par là. Mathilde Calderini, depuis quand ça existe ce type de formation de quintet dans cette formation ? Alors cette formation, c'est une formation très très ancienne en fait, qui existe depuis, je dirais, l'époque de Beethoven. Celui qui a le plus écrit pour le quintet avant, c'est un élève de Beethoven, c'est Reicha, Anton Reicha, qui a fondé un peu le quintet classique. Et en fait, à la base, c'est un peu l'équivalent du quatuor à cordes, quoi. C'est la formation maîtresse de musique de chambre pour les instruments avant. Après, elle a beaucoup évolué. Il y a quand même un petit manque de répertoire à la période romantique, parce que c'est vrai que les instruments avant ont encore énormément évolué et dans chaque pays, ils étaient très différents les uns des autres, et donc les compositeurs ont un petit peu boudé, je trouve, à la période romantique. Et puis là, on a de nouveau un regain d'intérêt de la part des compositeurs à partir du 19e, 20e siècle, enfin plutôt 20e en fait, plutôt 20e siècle, et maintenant voilà. C'est gigantesque. Ouais. Mais d'ailleurs, votre instrument, la flûte, autant il a été valorisé à l'orchestre par des compositeurs. Alors, si on pense à la 4e symphonie de Brahms, il y a ces passages magnifique, ça. ou d'autres passages extraordinaires dans l'orchestre. Mais au niveau de la musique de chambre, on passe quand même de Mozart avec ses quatuors avec flûte. Oui. Et après, il faut attendre longtemps pour avoir des chefs-d'œuvre équivalents en musique de chambre. C'est vrai. Je pense que la flûte, c'est pareil. Elle a été un peu boudée au moment où, je sais pas, peut-être la période romantique demandait d'autres timbres et peut-être la flûte a pas... La technique de la flûte, en tout cas, a peut-être pas suivi tout de suite. Elle a beaucoup évolué à cette période-là. Elle est passée de la flûte en bois. Ensuite, on a rajouté des clés petit à petit. Il y a eu le système Böhm qu'on joue actuellement, qui a permis de donner quand même quelque chose d'un peu plus sonore et un peu plus juste, un peu plus équilibré. Du coup, on a eu un regain aussi, comme pour le quintet, un regain d'intérêt un peu plus tard. Alors, votre ensemble Ouranos, il est composé bien sûr de vous à la flûte, Philibert Perrine au hautbois, Amaury Viduvier à la clarinette, Raphaël Angster au basson et Nicolas Ramez au cor. Vous appartenez tous à des orchestres Oui, différents. donc Raphaël et Nicolas, donc respectivement le basson et le cor, sont tous les deux à l'orchestre de Strasbourg. Ils sont tous les deux solos. Et puis Philibert est à l'Orchestre national de Lyon, au bois solo. Et Amaury est à clarinette solo à la musique de la garde républicaine. Donc on a 2 Parisiens, 2 Strasbourgeois et un Lyonnais. Et comment vous faites pour répéter ? Vous vous retrouvez où alors ? En général, plutôt à Paris. Donc les Parisiens sont chanceux. Et puis, parce qu'en fait, on s'est tous rencontrés à Paris. On était tous élèves au CNSM. Et alors au CNSM, on a joué ensemble, mais pas spécialement en quintette. Et c'est à la sortie du CNSM où on s'est dit, Amaury avait envie de former un quintet. On s'est dit, allez, on va jouer ensemble, puisqu'on s'entendait tous très bien respectivement. Oui, mais on peut s'entendre humainement et amicalement et pas s'entendre musicalement. Eh ben oui, mais alors du coup, la première fois qu'on a répété, on a tout de suite senti un truc. Et on s'est dit, super, on va pouvoir continuer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours... c'est pas toujours le cas, on peut être amis et puis en fait pas trop arriver à jouer ensemble. Et réciproquement, il y a des quatuors où ils s'entent pas trop sur le plan amical oui, mais c'est et parce humain. qu'ils passent trop de temps ensemble. Nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on on passe pas 8 heures à répéter le quintet avant. On pourrait, cela dit, mais on a des vies pleines de musique. On adore se retrouver. Oui, et puis vous aimez être dans l'orchestre et vous aimez être dans le quintet, donc les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires et les deux s'enrichissent. Moi, j'ai vraiment... en fait, j'ai commencé plutôt par la musique de chambre avant d'être à l'orchestre, et j'ai vraiment pu appliquer tout ce que j'avais appris en musique de chambre, et notamment au sein du quintet avant. Une fois arrivée dans l'orchestre, j'ai senti que j'avais quand même ce bagage-là pour
pour m'aider et arriver à m'en sortir dans cette masse. Mais en musique de chambre, vous n'étiez pas avec des flûtistes, en fait, vos maîtres à ce moment-là, c'était Oui, d'autres instrumentistes. Oui, vous voulez dire mes vos maîtres quand vos j'étais. maîtres, Oui, ouais. oui, j'ai eu Itamar Golan qui est pianiste. Oui, qui est en au musique de chambre au CNSM. CNSM. Oui, avec qui j'ai fait le master de musique de chambre en flûte et piano avec Aurel Martin. Et puis sinon, j'ai eu aussi en musique de chambre, j'ai eu beaucoup de professeurs. À chaque fois qu'on passait dans les conservatoires, de toute façon, il y a toujours une UV entre guillemets, de musique de chambre. C'est pas forcément obligatoire, mais moi, j'ai toujours voulu en faire. Et donc, entre autres, j'ai eu Michel Moragues, Mac Manama, voilà, plein de super musiciens. Ceci dit, Michel Moragues, il est flûtiste. Bah oui, et puis vous retrouvez, il est dans l'autre orchestre de la radio, lui, au National. Ouais. Alors, vous parlez d'Itamar Golan, qui est un merveilleux chambriste, pianiste, mais qu'on connaît plus accompagnant des instrumentistes à cordes. Oui. Il a accompagné tous les plus grands violonistes de la planète. Oui, beaucoup avec Van Geroff. Voilà, ou Shlomo Mintz ou Repin ou d'autres. Mais alors, le fait de jouer pour un pianiste avec une instrumentiste ou un instrumentiste avant, avec le problème du souffle, c'est complètement différent quand il joue avec des instrumentistes à cordes. Et oui, parce qu'il y a il y a la respiration, mais la flûte est quand même très proche du violon. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on lui avait joué beaucoup du répertoire du violon. D'abord la deuxième sonate de Prokofiev, qui est pour ça. les deux. Ah oui, mais à la base, elle est pour la flûte quand même. Oui, attention, ça, c'est toujours les flûtistes qui disent triomphalement. C'est ça. David Oistrakh qui a fait transcrire pour violon cette sonate écrite initialement pour la flûte. Et donc, pour vous, c'est le fait de jouer habituellement avec des instrumentistes à cordes. Pour le violon, ça n'entraîne pas une modification substantielle quand on joue avec un ou une flûtiste? Il faudrait leur demander, mais je crois que la flûte, c'est entre le violon et le chant, quoi. C'est vrai qu'il y a des endroits où évidemment on doit respirer, donc peut-être on doit s'arranger autrement. Mais en général, on essaye de le faire musicalement, et donc la musique elle reste la même. Moi, j'essaye toujours de faire en sorte que mon instrument vienne pas perturber, enfin la technique de mon instrument vienne pas perturber la musique et ce que j'ai envie de faire dans l'absolu. Oui. Mathilde Calderini, moi je vous ai écouté à maintes reprises au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et puis en musique de chambre avec un merveilleux pianiste, Arthur Ancel. Vous jouiez un concertino notamment de Cécile Chaminade et une sonate de Taktakishvili. Taktakishvili, ouais. Pardon, j'ai non, peur de me très bien tromper. Et en fait, le répertoire chambriste pour flûte et piano est gigantesque. Oui. Et en fait, malheureusement, on entend assez peu de récital flûte-piano. Oui, alors en fait, le répertoire est gigantesque, mais les gens ont toujours l'impression en fait, souvent, il est mal connu parce qu'il y a quelques œuvres de grands compositeurs. On va dire les gens que le public connaît, Schubert, Mozart, je sais pas, Poulenc, on va dire que ça c'est les grands noms qu'on connaît. Il y a les variations de Schubert. Prokofiev, oui voilà, les variations de Schubert. Et puis à côté de ça, il y a plein d'œuvres magnifiques qui sont des œuvres que finalement de compositeurs qu'on connaît un tout petit peu moins. Je pense à la sonate de Melbonis qui est magnifique. On a toutes les sonates de Gaubert qui sont très très belles aussi. Pour le répertoire un peu plus ancien, on a les Jean-Marie Leclerc qui sont magnifiques, mais ça c'est aussi parfois ça peut faire un peu peur aux programmateurs parce qu'ils pensent que s'ils connaissent pas c'est que c'est pas bien, et puis en fait pas du tout. Je pense quand on a joué avec Arthur le Chaminade et c'est et un le charme fou. C'est une musique, moi je l'entendais pour la première fois, c'est immédiatement séduisant pour l'auditeur. Très, très brillant, très chanté, très belle mélodie. Oui, c'est quand même une chose à vaincre. Enfin, parce qu'on a cru que quand il y a eu certains de vos prédécesseurs comme Jean-Pierre Rampal ou d'autres qui étaient des stars de l'instrument, que l'heure était arrivée où on pourrait aller à beaucoup de récitals flûte-piano, et finalement l'heure n'est pas encore arrivée. En tout cas, il y en a moins que des récitals de violon-piano, ça c'est sûr. La flûte est peut-être un peu moins connue du grand public, alors qu'à chaque fois, les gens sont emballés. Sont emballés parce que les vents
Ben, ça parle vraiment, ça parle parce que ça chante, ça respire, c'est spectaculaire, je dirais. Puis, enfin, Oui, tout ça. plein de richesses. Je suis bien d'accord, Mathilde Calderini. Et vous, alors, ça vous est tombé dessus comment, la flûte? Alors moi, en fait, je suis allée. Je pense que c'était là le déclic. Parfois, j'y réfléchis. Mais bon, parfois, on reconstruit des souvenirs de l'enfance. Mais j'étais allée voir la flûte enchantée. En tout cas, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de la flûte. J'étais allée voir la flûte enchantée Vous, à donc l'époque, de vous étiez Mozart. en Savoie, vous avez grandi Oui, en Savoie. j'ai grandi à Thonon-les-Bains. Et donc, j'étais allée à la Grange au Lac avec mes parents qui m'avaient emmenée. Ça va, c'est un beau début. Ouais, et c'était Comme endroit magnifique. En plus, ce décor tout en bois, la flûte enchantée avec la flûte comme ça qui sortait de l'orchestre. Et du coup, je pense que là, j'ai eu un réel coup de foudre pour la flûte. Et puis après, de toute façon, je voulais faire de la musique. Donc, j'ai eu aussi un coup de cœur pour la harpe. Mais finalement... Bon, ça s'est plutôt dirigé vers la flûte. Je crois que mes parents étaient assez contents. Parce que oui, sans mauvais esprit, c'est peut-être plus facile à transporter pour vos parents. Exactement, oui. Mais j'ai jamais regretté. Et puis, en fait, c'est peut-être aussi... J'ai toujours aimé chanter. Et je trouve que la flûte, c'est du chant, quoi. Il n'y a pas de... Directement, l'air, j'ai la même sensation que lorsqu'on chante, en fait. C'est la même manière de souffler. Le même positionnement. C'est un instrument qui me correspond vraiment, je crois. Bah, vous avez bien fait de choisir. Vous parlez de flûte et harpe, bien sûr, quand on pense flûte et harpe, on pense irrésistiblement au concerto de Mozart, Oui. Qui est une des œuvres phares pour ces deux instruments, avec ce sublime mouvement lent. Vous avez eu l'occasion de le jouer beaucoup? Ah oui, plusieurs fois. Je pense que c'est le concerto que j'ai le plus joué. Je l'ai joué, oui... Qu'est-ce qu'il faut que je... Non, vous n'avez rien à dire. C'est pas une interrogation surprise, Non. Mathilde Calderini. Là, d'un coup, j'ai un trou. Je sais plus exactement mais... à quel moment, mais je l'ai beaucoup joué avec des harpistes différents. Et ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, je l'ai redécouvert parce que c'est une œuvre qui est quand même très riche. Et puis à la fois, il y a cette simplicité et puis tout le côté solaire de Mozart, tellement touchant, quoi. Mais dans la lumière. Et ça me plaît. Alors, Mozart, il est quand même très très présent chez vous. Donc il y a ses quatuors avec flûte, il y a ses concertos pour flûte, il y a ce concerto pour flûte et harpe, il y a la place de la flûte, y compris dans les concertos pour piano. J'imagine qu'en tant que super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, vous avez accompagné beaucoup de pianistes dans des concertos de Mozart. Oui, le 23e notamment, hein, on le joue souvent celui-là. Il y a beaucoup de flûtes. Ouais. Bah oui, il vous a gâté. C'est presque de l'opéra, ce concerto avec les vents. Oui, et puis les vents apportent la couleur un peu plus magique dans les concertos de Mozart pour piano. Mais on dit qu'il aimait pas la flûte. Ah bon ? Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais il a quand même écrit dans une violence. lettre. Oui, il s'est bien fait violence. Et alors, comment ça se fait qu'il a écrit tant de chefs-d'œuvre pour la flûte ? C'est des commandes ou... C'est des commandes d'un flûtiste amateur hollandais. J'ai mangé son nom. Bon, on verra. Dejean. Voilà, c'est ça. Dejean, il s'appelait. Et il faisait beaucoup de commandes parce qu'il était quand même, malgré le fait qu'il était amateur, il était vraiment fort, enfin très virtuose. Et heureusement, il nous a commandé donc les concertos, les quatuors. Et puis il y a des petites sonates aussi, mais ça, c'était des œuvres de jeunesse que Mozart a écrit. Mais oui, effectivement, dans une lettre, il dit que voilà, c'est un instrument, il ne peut pas souffrir. Ah bon, c'est incroyable. Et alors, vous, donc, quand vous jouez, excusez cette question, peut-être un peu bête, mais quand vous jouez des œuvres d'époques différentes, c'est-à-dire on parle de Mozart, et puis il y a aussi les sonates géniales de Bach, que ce soit pour flûte solo ou pour flûte avec clavier. Je ne sais pas si on dit clavier, parce que comme ça, tantôt au clavecin, tantôt ça peut être joué au piano. Vous jouez, aussi, voilà. Alors vous jouez toujours avec le même instrument ou vous changez en fonction des époques que vous abordez? Oui, en fait, j'ai toujours mon instrument. J'arrive pas à m'en défaire de ma flûte, mais j'ai parfois essayé. En fait, le traverso, c'est vraiment très différent de la flûte moderne. La technique. La technique et les doigtés sont très différents. Même la technique d'embouchure et du souffle, la manière de souffler, c'est pas du tout pareil. Donc je me suis un peu formée à ça, mais j'ai pas continué, et ça m'est arrivé de jouer beaucoup de Bach, notamment en récital, avec ma flûte moderne, mais en essayant évidemment de m'inspirer de ce que j'avais pu apprendre avec le traverso.
Et puis aussi, il m'est arrivé quand même de jouer Mozart et Bach sur des flûtes en bois, mais des flûtes modernes. Mais là, la sonorité du coup du bois vient un peu se rapprocher des instruments anciens et c'est intéressant. Et en même temps, c'est la même technique. C'est la même technique, voilà. Donc là, j'avais joué cet été les concertos brandebourgeois de Bach avec cette flûte en bois de la marque Abel. Voilà, c'est des gens qui ont développé la flûte moderne en bois. C'est un luthier. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça se mariait un petit peu mieux quand même avec le clavecin. Et puis, ça paraissait plus naturel que de jouer sur ma flûte en métal. Vous avez joué avec des instrumentistes qui jouaient sur des instruments modernes, mais oui. avec des archets anciens, mais par contre des cordes en métal. Ah oui. Donc tout ça faisait que la sonorité qu'on avait envie de donner était là. De toute façon, c'est ça, c'est toujours une recherche et puis un idéal qu'on s'est fixé. On n'est pas forcément là pour recréer exactement comment les gens de l'époque l'entendaient, puisque maintenant on est dans notre temporalité, on est là à ce moment-là. Moi, je recherche pas forcément le côté musée, mais par contre, c'est important quand même d'avoir la même idée, le même phrasé, ça c'est important. Ouais. Alors on va revenir à cet ensemble Ouranos que vous avez gravé, je parle à l'ancienne, 2 disques pour le label Nomade Music qui sont absolument magnifiques. Alors avec 2 types de répertoires très très différents. Alors il y a ce chef-d'œuvre absolu qui sont les 6 bagatelles de Ligeti. Ah oui. Quintet. Et j'ai appris en relisant le texte qui accompagne ce disque, en fait, il y avait la 6e avait été interdite sous le régime communiste hongrois en raison des dissonances de cette bagatelle. Ah bah vous me l'apprenez. Et ben voilà, j'ai lu. J'ai bien fait de venir. Mais j'étais ahuri de lire ça, et donc c'est dans le texte qui accompagne ce disque. Donc Ligeti, Nilsson, et vous parliez de transcription, il y a la transcription du Quatuor américain de Dvorak, et c'est très très beau. Ah oui, ça c'est magnifique. Pour notre premier CD, on avait vraiment envie de jouer le Dvorak parce que on l'a très vite joué ensemble, et c'est une pièce qui nous, on adore la jouer 10 ans après, enfin presque 10 ans après, parce que ça fait pas 10 ans qu'on est formé, mais on la joue encore et on prend toujours autant de plaisir à la jouer. Et puis ça marche très très bien pour le quintet. C'est une transcription de David Walter qui lui-même fait partie du quintet de Moragues, et qui transcrit énormément. Oui, il l'avait transcrit pour son quintet. Et nous, on l'a reprise, on adore la jouer. Et puis les gens aiment bien. Ça passe très très bien, c'est très très beau. Oui. Même les quartettistes puristes avouent que... Les quartettistes pour quatuor à cordes, je précise, avouent que ça leur plaît aussi. Oui, Et vous avez songé à d'autres quatuors de Dvorak, ou alors c'est vraiment celui-là C'est vraiment celui-là. Les autres, on n'a pas spécialement essayé, mais c'est vraiment celui-là, oui. Et alors vous avez par exemple travaillé avec des artistes, des musiciens à qui vous avez demandé de transcrire certaines œuvres, et puis ça fonctionne pas du tout pour quintet. Vous vous êtes dit au bout d'un moment ça marche pas. On avait essayé des quatuors de Mendelssohn, on avait lu du Schubert, etc. C'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas été très convaincus par ces transcriptions-là. Il faudrait y revenir, passer un peu plus de temps pour que ça sonne différemment. C'est assez particulier parce que parfois, c'est des œuvres qui sont vraiment composées pour le quatuor avec des sons particuliers. Pas évident, la transcription, ça marche pas à tous les coups. Oui. Alors, en tout cas, là, ça marche très très bien. Et puis, il y a ce quintet aussi de Nilsson. Ça, c'est chef-d'œuvre. Qui est de très très belle musique. Mais ça fait partie de votre répertoire propre. Oui. C'est une des plus grandes pièces pour le quintet avant. Oui. Et alors, à côté de ce disque, justement, avec des musiques, pas folkloriques, mais d'inspiration traditionnelle, etc., il y a un disque de musique française. Et alors, c'est très intéressant parce que là aussi, j'ai relu le texte qui accompagne ces disques. Vous travaillez la musique, et moi je regarde ce qui accompagne les disques qui paraissent. Et donc il est dit que c'est une évocation aussi, parce qu'il y a Poulenc, Jean Français, et une transcription de Till L'Espiègle de Richard Strauss. Et donc il y a un chapitre sur l'humour en fait de ces œuvres, et l'humour qui peut s'attacher à l'interprétation musicale. Oui, en fait on a regroupé ces œuvres ensemble parce qu'on trouvait qu'elles
elles avaient tout un peu un esprit farceur. Et donc, Till L'Espiègle en est le meilleur exemple. Et en fait, on est vraiment parti de Till L'Espiègle. Et ensuite, on s'est dit, bon, quelles autres pièces, finalement, correspondent à aussi cet esprit farceur, l'humour dans la musique. Et puis, tout de suite, on a pensé à Jean Français, qui est quand même l'un des meilleurs farceur, on va dire, dans le quintet avant. Et puis les petits nerveux. Les petits nerveux, ça fait partie de l'heure du berger, donc pour quintet et piano. C'est toute une description ce sont des personnages rigolos. Il y a les vieux beaux, les pin-up et les petits nerveux. Et donc même dans les titres, on comprend tout de suite que ce sont des petites parodies de chaque personne. Et puis le Poulenc aussi, il a une nostalgie un peu. Avec Guillaume Vincent au piano. Avec Guillaume Vincent, oui. Il a un peu plus de nostalgie, je dirais, mais il y a quand même toujours le côté, le cirque, l'idée du cirque, du spectacle, de la joie et de l'humour. Oui, en même temps, il ne faut pas que ce soit trop souligné, ce qui est d'ailleurs remarquable dans votre interprétation. L'humour, il ne faut pas que ça devienne justement... Pas que ça devienne ridicule, hein. C'est toujours ça ouais. Il y a un juste équilibre dans ce disque. Vous êtes beaucoup interrogé justement, notamment le Poulenc, parfois il y a des versions moins fines que la vôtre, où c'est un peu trop souligné justement. Oui, on a essayé de rester élégant dans l'élégance de Poulenc, de l'écriture, on va dire, je pense. Oui, après on a tous une musicalité entre guillemets qui est assez partagée. Enfin, on n'a pas trop de difficultés à être d'accord, on va dire, sur les choix musicaux. Il y a parfois des choses qui s'imposent un peu, mais c'est sûr qu'on n'avait pas envie de tomber dans la caricature en fait. Donc on voulait rester brillant, mais toujours dans une certaine élégance qui est un peu, on va dire, le jeu à la française, quoi. Allez. Oui, c'est élégant, mais c'est pas que élégant, c'est émouvant aussi. Oui. Parce que chez Poulenc, il y a notamment le mouvement lent de ce sextuor qui évoque un peu le concerto pour deux pianos. Oui, c'est vrai. Une très très belle partition. Donc on attend un volume 3, Mathilde Calderini. On ne sait pas quel pourrait être ce programme, puisque après avoir abordé ces répertoires hongrois, tchèques, puis français. Et oui, on y travaille, c'est en projet, ça sortira bientôt. On attend ça avec impatience. Alors il y a d'autres projets ont paru. Il y a ce disque Guettari, vous jouez avec Aurel Marton. Alors c'est un disque où il a cherché des œuvres qui se complètent avec un grand éclectisme, qui à l'origine devait évoquer la ville de Guettari. Oui. Et qui tourne autour. Oui, c'est ça. En fait, Aurel est né à Guettari et il a grandi à Guettari. Et je crois que pour son 3e CD, il avait envie de jouer les pièces qui lui rappelaient ou qui étaient en rapport avec sa ville natale. Et donc, moi, je joue dans la transcription du concerto en sol de Ravel. Beaucoup le jouer à l'orchestre. Oui. Avec quand même ce sublime mouvement lent avec la flûte. Question idiote. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est flûtiste Moi, les premières fois que j'ai joué, j'étais quand même vraiment stressée parce que il faut se sentir à la hauteur surtout, oui, vous accompagnez des grands pianistes en général. Oui, donc du coup, il faut... comme c'est très suspendu, on n'a pas envie de déranger, et puis en fait, on est là aussi. Il faut quand même qu'on vous entende. Voilà, c'est ça. Je pense que Ravel, s'il vous a consacré tant de belles pages, c'est qu'il avait l'intention qu'on vous entende. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut bien doser. Et puis, en fait, c'est un monument de la musique, donc c'est toujours difficile de s'y atteler, mais de plus en plus, j'adore jouer ça. Et puis là, c'était une belle expérience de le faire en petit comité. Oui, c'est une transcription là pour l'orchestre à chambre. Une transcription de Lucas Henry qui est vraiment très belle. Moi, je trouve très très bien réussi, très réussi. Mathilde Calderini, on parlait de la flûte dans le concerto en sol de Ravel. Bon, quand on pense à Ravel et à la flûte, on pense bien sûr à Daphnis et Chloé. Ah oui. Et là, c'est vrai que nous, auditeurs, quand on assiste à cette pièce, on attend ce passage de la avec deuxième impatience, flûte. nous aussi, quand on est flûtiste. Et c'est quand même, ça donne une impression fabuleuse. Enfin, on a l'impression que la flûte vole complètement. Là, d'un coup, le temps s'arrête. C'est magique, quoi.
Ah oui, moi je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit ah oui, j'ai vraiment bien fait de faire la flûte, c'est magnifique. Ouais, en fait c'est tellement séduisant en plus ce passage, c'est très sensuel. Non, c'est magnifique. Et à jouer, bon, c'est très difficile, mais on arrive quand même à prendre un peu de plaisir à cette partie parce qu'on a le temps de développer, en fait. Comme c'est un long solo, parfois dans l'orchestre, on peut être un peu frustré. On a des toutes petites phrases qui sont magnifiques, mais du coup, on n'a pas le temps de dire tout ce qu'on avait à dire. Là, dans ce solo-là, c'est vraiment... ah ouais, c'est apaisant. Mais justement, comment ça se passe? Parce que vous êtes flûtiste solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça veut dire que vous êtes à la fois dans l'orchestre et en même temps, vous avez un rôle où on attend la flûte qu'elle soit au-dessus de l'orchestre, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop. Il faut que c'est très difficile, c'est la quadrature du cercle. Il faut jongler un peu entre les deux. Il faut parfois savoir écouter, être au deuxième plan, accompagner. Et puis, quand la flûte doit vraiment ressortir, oui, il faut l'idée, il faut être là, il faut prendre des décisions musicales, etc. Et puis après, il faut savoir aussi suivre le chef, être en accord avec lui. C'est tout un ajustement, quoi. Mais c'est ce qui fait que c'est passionnant. Mais alors, voilà, Daphnis et Chloé, on pense aussi inévitablement à Debussy quand on pense à votre instrument. Donc tous ces compositeurs français, la fin du 19e, première moitié du 20e, ils ont fait un répertoire sublime. Ah oui, ils ont fait la part belle à la flûte. Les impressionnistes, c'est vrai qu'on est servi. Ouais. Et alors, vous parliez de chefs. Vous avez des souvenirs justement de chefs qui vous ont énormément impressionné? On ne va pas parler des mauvaises expériences. Oui, on parlera que des bonnes. Mais des gens qui vous ont particulièrement impressionné. Oui, il y a 2 semaines, on a eu John Elliott Gardiner. J'ai trouvé que c'était vraiment un musicien extraordinaire et puis un humain aussi, un être humain très agréable et puis avec beaucoup de richesse intellectuelle et puis l'envie de partager. Et du coup, ça donne envie de jouer pour lui quand il est en face de nous. Et là, c'était vraiment une super semaine avec lui. Je pense que ça va être un souvenir que je vais garder très très longtemps. Sinon, évidemment, qui vient souvent nous diriger, c'est Myung-Whun Chung. Qui a été le chef de votre orchestre avant que vous n'arriviez pendant des années. Ouais. Et je trouve qu'il a aussi une profondeur et quelque chose qui est assez très très rare, exceptionnel, quoi. La manière de voir les choses, la manière de se présenter devant un orchestre. Mais alors, pour nous, ça reste très mystérieux, c'est-à-dire que justement, quand on discute avec des musiciens qui jouent dans l'orchestre, d'abord, souvent, les uns et les autres ont des opinions différentes. C'est-à-dire que dans un même orchestre, certains adorent un chef et d'autres pas du tout. Donc mais parfois, on est très surpris quand on discute avec les collègues. D'un coup, nous, on adore, on passe la meilleure semaine de notre vie. Et puis les autres disent « Oh là là, la barbe, je suis pressée que ce soit fini. J'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas là. » Et du coup, mais quelque part, heureusement, parce que c'est tellement subjectif, de toute façon, la musique, que... Voilà, il y en a qui sont plus attachés à ce que le chef peut inspirer, peut donner comme idée musicale, et puis il y en a d'autres qui ont plus besoin d'une technique irréprochable, c'est-à-dire savoir exactement où jouer, parce que c'est vrai que c'est très important, c'est aussi un peu de travail d'orfèvrerie, quoi. Du coup, ça dépend ce qu'on privilégie dans nos goûts. Mais j'ai l'impression quand même mais peut-être que je m'égare, des instrumentistes avant que vous. J'ai beaucoup parlé avec Patrick Messina, qui est donc clarinettiste solo du National. Oui. Lui, il aime quand même que le chef, il est admiratif de chefs comme Riccardo Muti, qui sont des chefs un peu à l'ancienne, dont on sent quand même qu'il y a un côté très autoritaire. Et en même temps, ces chefs-là il avait une admiration sans borne pour Bernard Haitink, qui paraît-il laissait une liberté j'ai pas eu la chance extraordinaire. C'est pas pour vous donner des regrets, parce que d'être jeune, c'est pas forcément un défaut, Mathilde. Non, pas que Patrick Messina soit âgé, mais bon, il vaut mieux quand même avoir votre âge. Et donc, des grands chefs, vous en avez connu, vous en connaîtrez. Mais
on a l'impression quand même que ces chefs, à la fois, ils ont une technique très sûre, mais en même temps, ils laissent une liberté aux musiciens. C'est là aussi quand même où on reconnaît un grand chef, c'est que on a l'impression d'être libre et en fait c'est lui qui qui tient les rênes. Mais voilà, c'est la capacité peut-être, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais peut-être la capacité à emporter les gens avec soi, enfin de réussir à convaincre toute une masse d'instrumentistes à jouer ensemble et à défendre une vision musicale et à aimer le faire aussi, parce qu'il y a quand même un peu de ça aussi. Alors, vient de paraître un disque magnifique consacré à Stravinsky, où il y a Le Sacre du Printemps, donc là, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, au complet sous la direction de Miko Franck. Il y a Capriccio pour piano et vent, qui est une très très belle œuvre avec une magnifique pianiste Natalia Milstein. Donc, œuvres dans lesquelles on vous entend, bien sûr, mais on vous entend encore plus dans l'Octuor, pour instrument à vent, qui est une œuvre merveilleuse de Stravinsky des années 20. Donc ça, c'est une œuvre que vous ne connaissiez pas avant d'interpréter pour ce disque. Pas du tout, je l'ai découverte il y a 2 ans quand on a enregistré. Il me semble que c'était il y a 2 ans, non ? Ça sort que maintenant, mais ça a mis du temps à sortir. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la découvrir parce qu'elle est très, très, très intéressante. Il y a plein de petits passages rigolos, puis à la fois il y a tout un travail sur l'harmonie. Quand même, non ? Très difficile. Franchement, oui, c'est un peu challenge technique pour tous les instruments d'ailleurs. Il y a des parties difficiles. Voilà, le rendu est quand même assez satisfaisant. C'est plus que satisfaisant, c'est magnifique. Mais alors, là, comme c'est un disque, Miko Franck vous dirige aussi dans l'Octuor ? Oui, il nous dirige dans l'Octuor. Oui. C'est nécessaire d'avoir un chef pour une œuvre comme celle-là, si difficile à mettre en place ? Ça peut ne pas être indispensable. Je pense qu'il y a des versions qui sont sans chef. Mais là, c'est quand même rassurant. Et puis en plus, comme ça, on a... Là, c'est du coup la vision de Miko Franck, ses tempi, voilà, ses idées, etc. Donc c'est bien d'être aussi sous la direction d'un chef pour cette œuvre qui, oui, effectivement, c'est difficile à mettre en place. Donc il y a Le Sacre du Printemps. Alors là, c'était pas une prise de rôle, Mathilde Calderini, c'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée. Oui, là, oui, je l'avais déjà beaucoup joué celle-ci. Donc c'était génial de pouvoir l'enregistrer avec le Filard. Et alors, vous parlez de Myung-Whun Chung, je crois que c'est la 9e de Mahler. Alors, je ne sais pas si vous l'avez jouée ou vous allez la jouer. On va la jouer en décembre, oui. Et donc, Mahler aussi, c'est un compositeur qui vous a gâté à l'orchestre. C'est vrai qu'il y a pas mal de solos de flûte. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est vrai. Dans la 9e, on a un grand solo. On a aussi un petit peu dans la 2e. On représente un peu les anges, je crois. Et puis, toutes ont un peu des petits passages de flûte pour tous les instruments. De toute façon, elles sont tellement riches. C'est symphonique, il y en a pour tout le monde. Oui. Mais, et alors, vous, on vous dit, au niveau de l'orchestre, on a parlé d'un certain nombre de compositeurs, mais vous, vos compositeurs préférés à l'orchestre pour la flûte, ou alors c'est énorme le choix? Je pense que c'est quand même Ravel et Debussy, en bonne flûtiste. Je pense que ça a toujours été, en fait, même pas seulement pour la musique symphonique, en fait. J'ai toujours eu un faible pour ces 2 compositeurs, pour Ravel et Debussy. Et puis, c'est agréable aussi à jouer à l'orchestre. Ouais. Et puis il y a cette sonate de Debussy sublime pour alto, flûte et harpe. Oui. Ça, on aimerait bien que vous l'enregistriez, Mathilde Calderini. Alors en attendant, il y a quand même une version où on l'a jouée en juin à l'auditorium de Radio France avec mes collègues du Ça, on peut l'écouter. Ça, je pense que c'est encore en vidéo, oui, sur le site de France Musique ou sur YouTube. Je pense que c'est encore enregistré. Mais j'aimerais beaucoup l'enregistrer aussi. Ce sera en projet. Bon, je vous ai donné plein de travail à faire entre tous les Mozart que vous devez enregistrer. Et oui. Mathilde, en plus avec l'ensemble Ouranos, d'autres projets, enfin, ça va, ça. Et plus vous donnez des masterclass aussi dans des pays asiatiques aussi. Oui, aussi, ça m'arrive. Oui, puisque j'ai un lien particulier avec le Japon, puisque j'avais eu un premier prix concours de Kobe. Alors du coup, ça m'a permis
de rencontrer ce public-là et puis d'y retourner un petit peu presque chaque année. Bon, avec le Covid, ça a été un peu perturbé. Mais c'est un concours très important, le concours de Kobe. Oui. C'est un des concours les plus prestigieux pour votre instrument, sans vous faire rougir. Mon c'est de la radio. C'est de la radio, on verra pas. Et comment vous avez été mené à passer ce concours? Parce que c'est vraiment un concours fondamental pour tout flûtiste. Et ben en fait c'était quand j'étais au CNSM, j'ai commencé à faire pas mal de concours de concours internationaux. J'aimais bien ça parce que je trouvais que c'était le moyen de mettre en pratique un peu ce qu'on travaillait, puisqu'on joue les chefs-d'œuvre pour flûte, le grand répertoire. Et voilà, j'en ai fait plusieurs. Et puis, il y a eu Kobe qui s'est présenté. Et comme je savais que c'était un des plus prestigieux, évidemment, je me suis préparée très à l'avance. Mais c'est quel type de répertoire qu'on doit préparer? Pour la finale, par exemple, on a joué un concerto de Carl Philipp Emanuel Bach. Et puis un quatuor de Mozart. Et puis après, j'ai joué en demi-finale un concerto de Nielsen. Le concerto de Nielsen et puis les premiers tours, si je me souviens bien, il y avait sonate de Prokofiev, sonate de Poulenc, voilà le grand répertoire, et aussi des choses un peu plus flûtistiques, les sonates de Kerguelert, les caprices de Kerguelert, ça c'est un peu plus inconnu, plus propre, voilà, un peu plus, voilà. Il y a chaque instrument comme ça, un répertoire qui lui est propre, que les autres ne connaissent pas en général. Exactement. Et qui sont les tubes pour votre instrument, et pour lesquels vous passez dans l'apprentissage obligé de l'instrument. Et quand vous discutez avec certains instrumentistes, ils disent, mais vous ne connaissez pas tel compositeur, c'est celui qu'on joue le plus quand on apprend tel instrument. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, on a parlé de Mozart pour finir, puisqu'il était au concours de Kobe. C'est votre grand amour musical aussi. Grand amour musical, oui, puisque j'ai découvert la flûte, comme je disais tout à l'heure, avec Mozart. Et Mozart m'a jamais quittée. Hein. Je t'en ai toujours joué, et puis j'espère en jouer toujours. Et c'est sur ces propos qu'on va se séparer, Mathilde Calderini. Donc je vous remercie infiniment d'avoir été mon invitée. Pour illustrer cet entretien avec la flûtiste Mathilde Calderini, je vous propose de l'écouter au sein de l'ensemble Oranos, quintette à vent, et auprès du pianiste Guillaume Vincent, interpréter le sextuor pour quintette à vent et piano de Francis Poulenc. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.